Bienvenue à The House of Wisdom. Ici, vous pouvez profiter de l'essence des grands livres et en tirer des leçons précieuses sans passer des heures à lire. Que vous soyez en train de conduire, de vous entraîner ou de faire plusieurs choses à la fois, The House of Wisdom vous apporte des résumés audio captivants directement. Installez-vous confortablement, détendez-vous et laissez-nous vous transmettre la sagesse des livres d'une manière parfaitement adaptée à votre mode de vie chargé. Nous avons ce qu'il vous faut. Le résumé captivant d'aujourd'hui porte sur The Psychology of Money, Timeless Lessons on Wealth, Greed, and Happiness de Morgan Housel. Ce livre explore la psychologie derrière l'argent et offre des enseignements intemporels sur la gestion de la richesse et la compréhension des comportements financiers. À la fin de ce résumé, vous repartirez avec des leçons précieuses qui peuvent transformer votre façon de voir l'argent. Morgan Housel, investisseur, auteur et associé au sein du Collaborative Fund, une société d'investissement soutenant des entrepreneurs innovants, a également beaucoup écrit pour The Wall Street Journal et est l'auteur de plusieurs livres. Maintenant, plongeons dans les enseignements clés de The Psychology of Money. Préféreriez-vous un manoir luxueux ou 3 milliards de dollars en liberté financière? Donneriez-vous la priorité à la richesse ou à une réputation irréprochable? Pensez-vous avoir gagné suffisamment dans la vie? Et comment quelqu'un peut-il accumuler une fortune de 84,5 milliards de dollars? Si ces questions vous ont déjà traversé l'esprit, alors ce livre est fait pour vous. Il ne se contente pas d'expliquer comment bâtir une fortune, mais révèle aussi l'impact profond que l'argent peut avoir sur nos vies. Chapitre 1. Le grand spectacle sur Terre. Lorsque l'auteur Morgan Housel était étudiant, il travaillait comme voiturier dans un hôtel haut de gamme de Los Angeles. Durant cette période, il croisait souvent un jeune cadre du secteur technologique, doté d'un esprit vif. À seulement 20 ans, cet homme avait déjà breveté un composant essentiel pour les routeurs Wi-Fi. Il avait fondé et revendu plusieurs entreprises technologiques, amassant ainsi une fortune considérable. Malgré sa réussite financière, sa gestion de l'argent laissait à désirer. Il avait la réputation de transporter d'énormes liasses de billets et d'étaler sa richesse à quiconque voulait bien l'écouter. Souvent ivre, il ne cessait de se vanter de sa fortune. Un jour, il demanda à un voiturier d'échanger de l'argent contre des pièces d'or dans une boutique voisine. Lorsque l'employé revint avec plusieurs pièces d'or de 1000 $, le jeune millionnaire fit quelque chose de stupéfiant. Il les jeta dans l'océan comme s'il faisait ricocher des cailloux, encourageant ses amis à en faire de même. Pris d'arrogance, il lança 5000 $ en liquide au visage du directeur en criant « Prends ça. Je ne veux plus jamais te revoir. » Vous vous demandez peut-être si cette histoire est réelle. Elle l'est totalement. Et ce livre en contient bien d'autres du même genre. Finalement, ce jeune millionnaire dilapida toute sa fortune en quelques années, fit faillite et fut abandonné par ses prétendus amis. Cette histoire illustre un point essentiel. L'argent peut acheter bien des choses, mais il ne peut pas acheter un bon caractère. L'histoire de Ronald Reed à l'inverse, prenons l'exemple de Ronald Reed, un simple concierge né et élevé dans un petit village. Il fut le premier de sa famille à terminer ses études secondaires, parcourant chaque jour de longues distances en autostop pour aller en classe. Ronald mena une vie modeste. Il passa 25 ans à réparer des voitures dans une station-service, puis 20 autres années à nettoyer les sols d'un magasin J.C. Penney. À 38 ans, il acheta une modeste maison de 2 chambres pour 112 000 $ et y vécut jusqu'à la fin de ses jours. Marié, mais sans enfant, il trouva du réconfort dans son passe-temps favori après le décès de sa femme à ses 50 ans, couper du bois. En 2014, le nom de Ronald Reed fit la une des journaux, non pas pour son métier, mais pour ce qu'il laissa derrière lui. Lorsqu'il mourut à 92 ans, il avait discrètement accumulé une fortune de 8 millions de $. Il légua 2 millions à ses beaux-enfants et fit don de 6 millions à un hôpital et à une bibliothèque locale. Si vous recherchez Ronald Reed sur Wikipédia, vous verrez qu'il est décrit comme concierge, employé de station-service, investisseur, philanthrope et millionnaire. Comment y est-il parvenu? Il n'y a eu aucun coup de chance. Il n'a ni gagné à la loterie, ni hérité d'une fortune, ni lancé une entreprise prospère. Il a simplement suivi une stratégie efficace, investir régulièrement dans des actions de grandes entreprises, épargner avec rigueur et laisser son argent croître grâce au pouvoir des intérêts composés. L'histoire de 2 millionnaires. Comparons maintenant Ronald Reed à Richard Fuscone, un ancien dirigeant de Merrill Lynch. Richard a connu une carrière extrêmement réussie, figurant sur une liste des 40 leaders d'affaires de moins de 40 ans. À 40 ans, il avait pris sa retraite avec une immense fortune. Il possédait un manoir de 18 000 pieds carrés dans le Connecticut, équipé de 2 piscines, 2 ascenseurs, 7 garages et 11 salles de bain. Cependant, entretenir un mode de vie aussi luxueux avait un prix, 90 000 $ par mois. Puis arriva la crise financière de 2008, et du jour au lendemain,
Richard se retrouva en faillite. De ces deux histoires, celle de Ronald Reed, le modeste concierge, et celle de Richard Fuscone, l'homme d'affaires prospère, nous tirons une leçon essentielle. La réussite financière ne dépend ni de l'intelligence ni du statut. Elle repose sur le comportement. La finance est un domaine unique où l'état d'esprit compte plus que les connaissances. Comprendre la psychologie de l'argent est crucial. N'importe qui, quel que soit son parcours, peut bâtir une fortune. Cependant, s'enrichir est une chose, rester humble en est une autre. Chapitre 2. Jamais assez. John C. Bogle, le fondateur de Vanguard, a un jour partagé une histoire révélatrice qui s'est déroulée lors d'une fête organisée par un milliardaire. Dans un coin, Kurt Vonnegut et Joseph Heller discutaient de leur hôte fortuné, un gestionnaire de fonds spéculatifs qui gagnait en une seule journée plus que le roman Catch 22 de Heller n'avait rapporté en vente totale. Vonnegut fit remarquer ce fait, et Heller répondit par une remarque brillante. « Oui, mais j'ai quelque chose qu'il n'aura jamais. Assez maintenant, posez-vous cette question. Quelle est votre source de revenus ? Pouvez-vous affirmer avec confiance que vous avez assez ? » Explorons ce concept plus en profondeur à travers deux histoires frappantes. L'ascension et la chute de Raja Gupta. L'histoire de Raja Gupta est celle d'un succès remarquable, suivi d'une chute dévastatrice. Né dans les bidonvilles de Calcutta, il était orphelin et a défié toutes les probabilités en devenant PDG de McKinsey & Company, l'un des plus prestigieux cabinets de conseil au monde, à seulement 45 ans. Après sa retraite en 2007, il occupa des postes influents aux Nations Unies, au Forum économique mondial et dans les conseils d'administration de 5 grandes entreprises. En 2008, sa fortune atteignait 100 millions de dollars. Mais malgré cette immense richesse, Gupta n'était pas satisfait. Il voulait intégrer le cercle exclusif des milliardaires et s'est donc aventuré encore plus loin en rejoignant le conseil d'administration de Goldman Sachs. Lors de la crise financière de 2008, Warren Buffett décida d'investir 5 milliards de dollars dans Goldman Sachs. En tant que membre du conseil d'administration, Gupta fut informé de cet investissement avant qu'il ne soit rendu public. 16 secondes après une réunion du conseil, il appela le gestionnaire de fonds spéculatifs Raj Rajaratnam, qui acheta immédiatement 175 000 actions de Goldman. Quelques heures plus tard, l'annonce de l'investissement de Buffett fit grimper le prix des actions, permettant à Rajaratnam d'encaisser 1 million de dollars de bénéfices en quelques heures. Au total, Gupta réalisa un profit de 17 millions de dollars. Mais la cupidité mena à sa perte. Ce fut un cas classique de délit d'initié. Gupta perdit tout, sa fortune, sa réputation et sa liberté lorsqu'il fut reconnu coupable et condamné à la prison. Pourquoi a-t-il risqué tout ce qu'il possédait pour quelques millions de plus alors qu'il était déjà multimillionnaire ? Il avait la richesse, le pouvoir et le prestige, mais son incapacité à reconnaître ce qui était assez le conduisit à sa ruine. Leçon clé de cette histoire. 1. La compétence financière la plus difficile. Savoir quand s'arrêter. L'un des plus grands défis financiers n'est pas de gagner de l'argent, mais de résister à l'envie d'en vouloir toujours plus. L'obsession du pouvoir, de la célébrité et de la richesse l'emporte souvent sur la satisfaction. Dans le capitalisme moderne, la réussite est mesurée par une accumulation sans fin, ce qui rend difficile le fait de savoir quand s'arrêter. 2. Le danger de la comparaison sociale. Prenons l'exemple d'un athlète qui gagne 500 000 dollars par an. Pour la plupart des gens, c'est une somme énorme. Mais comparé à Mike Trout, qui a signé un contrat de 430 millions de dollars sur 12 ans, il semble beaucoup moins riche. Un gestionnaire de fonds spéculatifs gagnant 36 millions de dollars par an peut sembler extrêmement riche, jusqu'à ce qu'il se compare aux 10 plus grands gestionnaires, qui gagnent 340 millions par an. Même eux peuvent se sentir insignifiants face aux 5 premiers, qui empochent 770 millions par an. Et que dire de Warren Buffett ? En 2018, sa fortune a augmenté de 3,5 milliards de dollars. Mais même lui semble minuscule à côté de Jeff Bezos, dont la richesse a bondi de 24 milliards de dollars la même année. L'échelle de la richesse est infinie. La seule façon de gagner, c'est d'arrêter de jouer. Reconnaissez quand vous avez assez et cessez de mesurer votre succès par rapport aux autres. 3. Certaines choses sont plus précieuses que l'argent. Peu importe combien vous accumulez d'argent, de célébrité ou de pouvoir, certaines choses restent inestimables, votre réputation, votre liberté, votre famille et votre bonheur. Après sa sortie de prison, Raja Gupta déclara au New York Times qu'on ne devrait pas s'attacher à sa réputation ou à sa réussite, car, au final, elle ne compte pas. Mais il avait tort. La réputation compte. Et la liberté compte. Et l'amour de votre famille et de vos amis compte. La seule façon de protéger ses trésors est de connaître ses limites, de comprendre les risques, et de savoir reconnaître quand on a assez. Chapitre 3. L'intrigante puissance des intérêts composés.
les leçons d'un domaine trouvent souvent une résonance dans un autre. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les périodes glaciaires se sont produites? Étonnamment, le mécanisme derrière ces changements climatiques massifs ressemble à celui des intérêts composés en investissement, une accumulation progressive jusqu'à atteindre un point de bascule. Au XIXe siècle, les scientifiques s'accordaient sur le fait que la Terre avait connu plusieurs périodes glaciaires, 5, pour être précis. Mais qu'est-ce qui pouvait faire geler, dégeler, puis regeler la planète? Plusieurs théories tentent d'expliquer ces cycles. Certains suggèrent que l'activité tectonique dans les chaînes de montagnes a déclenché ces changements climatiques, tandis que d'autres affirment que les périodes glaciaires sont l'état naturel de la Terre, périodiquement interrompues par des éruptions volcaniques. Cependant, ces explications ne justifient qu'une seule période glaciaire, et non les 5. Au début des années 1900, le scientifique serbe Milutin Milanković a étudié la position de la Terre dans le système solaire et a conclu que les forces gravitationnelles du Soleil et de la Lune influençaient l'inclinaison axiale de la Terre. Il a observé qu'à certains moments, la Terre s'inclinait davantage que d'habitude, recevant ainsi une répartition inégale du rayonnement solaire. Ce changement dans l'exposition des hémisphères entraînait un refroidissement à long terme, recouvrant la planète d'épaisses couches de glace. Le météorologue russe Vladimir Köppen a approfondi cette théorie, suggérant qu'une inclinaison anormale entraînait des étés plus froids, trop froids pour faire fondre complètement la glace accumulée. Au fil du temps, alors que la glace continuait de s'accumuler chaque année, la Terre finissait par être entièrement engloutie dans une période glaciaire. Un principe similaire s'applique aux intérêts composés en finance. Imaginez que vous épargnez chaque année 10% de votre salaire dans un fonds indiciel offrant un rendement annuel de 10%. La première année, vous gagnez des intérêts sur vos économies. La deuxième année, vous gagnez des intérêts à la fois sur vos économies et sur les intérêts précédemment acquis. Ce cycle se répète, augmentant progressivement votre richesse. Si vous maintenez cette stratégie sans retirer vos fonds pendant plusieurs décennies, vous pourriez accumuler des millions. Prenons l'exemple de Warren Buffett. Il a commencé à investir à l'âge de 10 ans et n'a jamais retiré les intérêts gagnés, les laissant s'accumuler. À 89 ans, sa fortune atteignait 84,5 milliards de dollars, fruit d'un investissement discipliné sur 8 décennies. En réalité, la majeure partie de sa richesse s'est constituée après son 50e anniversaire, illustrant la puissance de la capitalisation à long terme. Pour mettre les intérêts composés en perspective, considérons un calcul simple. Ajouter 8 à lui-même 9 fois donne 72. Mais multiplier 8 par lui-même 9 fois donne 134 135. C'est là toute la magie des intérêts composés. Ce n'est pas seulement une question d'accumulation de richesse, mais aussi de temps et de patience. De nombreux livres analysent le succès financier de Buffett, mettant en avant son immense fortune. Pourtant, si un livre devait réellement capturer l'essence des intérêts composés, il pourrait tout simplement s'intituler « Tais-toi et attends ». Chapitre 4 « Devenir riche versus rester riche ». Il existe d'innombrables façons de devenir riche, mais une seule façon de le rester. Explorons cette leçon à travers les histoires de deux investisseurs. Jesse Livermore fut l'un des plus grands traders boursiers de son époque. Né en 1877, à une époque où le monde ne comprenait pas encore pleinement le concept du trading boursier, il s'était déjà fait un nom. À l'âge de 30 ans, Jesse avait accumulé 100 millions de dollars. Puis vint le krach boursier de 1929, une catastrophe qui déclencha la Grande Dépression. Les journaux étaient remplis de récits de traders de Wall Street mettant fin à leur jour sous l'effet du désespoir. Le 29 octobre 1929, la famille de Jesse attendait son retour avec angoisse. Sa femme et ses 2 enfants se tenaient près de la porte, tandis que sa belle-mère, assise à l'intérieur, pleurait. Lorsque Jesse arriva enfin, il était sous le choc, mais pas pour la raison que l'on pourrait croire. En réalité, il n'avait pas tout perdu. Au contraire, il avait parié contre le marché, anticipant correctement le krach, et du jour au lendemain, il devint milliardaire. Alors que tout le monde croyait que les prix des actions continueraient de monter, Jesse en avait prévu l'effondrement et en avait tiré d'immenses profits, 3 milliards de dollars en une seule journée. À l'opposé, le destin d'Abraham Germansky prit une autre tournure. Promoteur immobilier prospère, Abraham avait bâti sa fortune dans les années 1920 et, comme beaucoup d'autres, croyait que le marché boursier ne ferait que grimper. Mais lorsque le marché s'effondra, sa richesse disparut du jour au lendemain. Quelques jours plus tard, submergé par ses pertes, il mit fin à ses jours. Jesse, lui, était au sommet après son incroyable victoire en 1929. Il devint trop confiant, persuadé d'être invincible. Il continua à prendre d'énormes paris, convaincu qu'il gagnerait toujours. Mais en 1933, il avait tout perdu en bourse. Dévasté, Jesse disparut à son tour, mettant fin à sa vie, tout comme Abraham. Ces 2 hommes avaient maîtrisé l'art de gagner de l'argent, mais aucun n'a su le conserver.
Acquérir de la richesse exige de l'audace, de la prise de risque et de l'optimisme. Mais la préserver requiert de l'humilité, de la prudence et la conscience que la fortune peut basculer à tout moment. La vie est imprévisible, vous pouvez être au sommet aujourd'hui et au plus bas demain. La clé pour préserver sa richesse est d'utiliser son argent avec sagesse et de reconnaître que la chance joue autant un rôle que les compétences. Le succès n'est jamais permanent, et les victoires passées ne garantissent pas la prospérité future. Prenons maintenant l'exemple de Warren Buffett, un homme qui n'a pas seulement bâti sa fortune, mais l'a conservée pendant plus de 70 ans. Il a investi durant des décennies, laissant son argent se capitaliser. À 89 ans, sa fortune atteignait 84,5 milliards de dollars. Le succès de Buffett ne reposait pas seulement sur le choix des bonnes actions ou des bonnes entreprises dans lesquelles investir, il était avant tout question de discipline. Il ne s'est jamais laissé submerger par la cupidité ou la panique. Il a traversé 14 récessions sans vendre sous l'effet de la peur, il n'a jamais mis en péril sa réputation ni succombé aux tendances éphémères. Il comprenait l'importance de l'adaptabilité, de la patience et d'une vision à long terme. Contrairement à Jesse et Abraham, Buffett n'a jamais pris sa retraite ni encaissé l'intégralité de sa fortune. Même après ses 65 ans, il a continué à investir et à faire fructifier son patrimoine, assurant ainsi la pérennité de son empire financier. C'est ainsi qu'il n'a pas seulement survécu, il a prospéré. Conclusion: tout au long de cette exploration de la psychologie de l'argent, nous avons découvert des histoires marquantes qui illustrent la relation complexe entre la richesse et le comportement humain. Nous avons commencé par l'histoire d'un jeune prodige de la tech qui a jeté sans réfléchir des pièces d'or de 1000 $ dans la mer. Un rappel frappant de la facilité avec laquelle la richesse peut disparaître lorsqu'elle est gaspillée sur des impulsions éphémères. Ensuite, nous avons rencontré Ronald Read, un modeste concierge dont le mode de vie frugal cachait une fortune étonnante de 8 millions de dollars, patiemment accumulée grâce à des investissements disciplinés et à long terme, une véritable leçon de sagesse financière. L'histoire de Richard F. Wone, un diplômé de Harvard MBA dont la fortune s'est effondrée lors de la crise financière de 2008, nous a mis en garde contre la fragilité d'une richesse trop étroitement liée aux fluctuations du marché. Par ailleurs, la chute de Raja Gupta illustre la nature insatiable de la cupidité. Malgré une fortune de 100 millions de dollars, sa quête acharnée d'1 milliard l'a finalement conduit à sa perte. Nous avons également revisité les parcours de Jesse Livermore et Abraham Germansky, deux hommes qui ont connu un succès financier fulgurant, avant de tout perdre lors du krach boursier de 1929. Leur fin tragique souligne les conséquences dévastatrices de l'excès de confiance et des erreurs de jugement en matière de finance. Et puis, il y a Warren Buffett, l'incarnation de la patience, de la discipline et de l'art des intérêts composés. Son approche rigoureuse de l'investissement, sa capacité à traverser les fluctuations du marché sans paniquer et sa vision à long terme lui ont non seulement permis de préserver sa fortune, mais aussi de la faire croître de manière exponentielle au fil des décennies. Alors, lequel de ces personnages vous inspire le plus? Quelle histoire reflète les valeurs financières que vous souhaitez adopter? En conclusion, souvenez-vous que la véritable richesse ne se résume pas à l'accumulation de richesses matérielles, elle repose sur les principes qui permettent de la maintenir et de la protéger. La réputation, la liberté, la famille, l'amour et le bonheur sont les véritables trésors de la vie, des éléments que l'argent peut soutenir mais jamais remplacer. La vie est une succession de hauts et de bas, et comprendre cela nous permet d'aborder notre parcours financier avec humilité et clairvoyance. Soyez sages, chérissez vos proches et rappelez-vous que la plus grande richesse est une vie bien vécue, enrichie par des relations significatives et un but profond. Merci d'avoir suivi ce résumé de la psychologie de l'argent. Nous espérons qu'il a approfondi votre compréhension de la manière dont la richesse influence les décisions et les comportements humains. Si ces enseignements vous ont parlé, pensez à liker, commenter et partager ce résumé afin de diffuser ces précieuses leçons. Et n'oubliez pas de vous abonner à The House of Wisdom pour d'autres résumés de livres sur les finances personnelles, le développement personnel et bien plus encore. Explorez notre chaîne pour découvrir du contenu inspirant qui vous aidera dans votre parcours vers la croissance financière et personnelle.